L'histoire commence à Ouagadougou au début du XXe siècle. L'église naissante du Mogo est dirigée à partir de 1921 par un vicaire apostolique, Monseigneur Joanny Thévenou. En 26 ans d'épiscopat, il a jeté les fondements d'une communauté qui pouvait se prendre en charge. Il a essayé vraiment de mettre en place tout ce qui pouvait constituer un diocèse. Il s'est préoccupé d'abord des vocations. Et ce fut d'abord les vocations féminines avec les sœurs de l'Immaculée Conception. Très tôt, il a créé le petit séminaire de Pabré. Donc, les vocations féminines, les vocations masculines pour l'avenir. Les grandes qualités de cet homme-là, c'est vraiment d'abord d'être une personne d'initiative qui aimait vraiment ce qu'il faisait et qui aimait vraiment ce peuple-là dont il avait la charge. Pasteur à l'écoute, Monseigneur Thévenou a accompagné et soutenu les premières jeunes filles voltaïques qui ont exprimé le désir de devenir des religieuses. Avec les sœurs blanches, ils ont fondé ce qu'on appelait l'ouvroir. Donc ces filles-là, grandes filles-là, étaient là en internat et puis elles travaillaient à l'ouvroir. Elles appelaient à tisser aussi. Et c'est au milieu de ces filles-là que certaines se sont confiées un jour à leurs sœurs et dire qu'elles voulaient devenir comme les sœurs. Monseigneur Joanny Thévenou, qui ne s'attendait pas à cela, a vu en cela, une action de l'Esprit Saint et pour appuyer. C'est ça que je dis, Monseigneur Thévenou a été attentif au signe de l'Esprit. Les premiers moments ont été très difficiles puisque ces jeunes filles étaient déjà promises en mariage. Quand Marie-Jeanne a exprimé son désir de devenir religieuse, ses fiancés sont venus pour la chercher. Ça n'a pas été facile car ils n'ont pas eu gain de cause. Tous ceux qui entouraient Marie-Jeanne, que ce soit les sœurs, que ce soit Monseigneur Thévenou, ils ont reçu des menaces. Mais Monseigneur Thévenou et ses collaborateurs ont tenu bon. Et c'est de là maintenant qu'ils ont pu aider Marie-Jeanne, lui donner le courage de rester ferme dans sa vocation. Ça veut dire que dans la population, on ne pouvait pas concevoir vraiment une fille qui ne se marie pas. Le 11 février 1924, Monseigneur Thévenou fonde un institut local, les Sœurs de l'Immaculée Conception. 6 ans plus tard, le 8 décembre 1930, les 7 premières religieuses prononcent leurs premiers vœux, vœux de pauvreté, vœux de chasteté et vœux d'obéissance. De 1924 à nos jours, l'Institut a connu une grande évolution. La congrégation qui était de droit diocésain depuis sa création a été élevée au statut de droit pontifical le 11 février 1993. La congrégation est de droit pontifical, c'est-à-dire qu'elle relève directement du Saint-Père de Rome, mais nous restons dépendantes des évêques du lieu. Comme l'Église sa mère, la congrégation est très bien structurée. D'abord, nous avons ce que nous appelons l'instance suprême, qui est le chapitre général. Le chapitre général est convoqué tous les 5 ans et ce sont des délégués, les sœurs qui délèguent d'autres sœurs pour venir travailler, prier, réfléchir sur la vie et la mission de la congrégation. C'est comme une assemblée générale. Après le chapitre général, c'est la mère et son conseil. Elles ont été élues au chapitre général. Ce sont les sœurs qui les ont choisies
pour le service de la congrégation. Et après, nous avons ce que nous appelons les régionales. Nous avons 3 régionales. Au niveau de chaque communauté, il y a une responsable de communauté qui a à sa charge les sœurs qui vivent dans la communauté. La vie chez les sœurs de l'Immaculée Conception est basée sur la mise en commun et le partage. Tout ce que nous recevons comme don, comme rémunération de notre travail, nous mettons en commun et nous partageons pour que chacune puisse avoir le nécessaire pour vivre. Bon, nous avons aussi le soutien de certains bienfaiteurs, donc, qui fait que on essaie de vivre aussi dans la modestie. Et je dirais notre père fondateur nous a appris aussi à nous battre, nous prendre en charge pour ne pas attendre toujours aussi de l'extérieur. Elle mène plusieurs activités dont les bénéfices leur permettent de faire face aux besoins économiques de la communauté. Il y a entre autres la fabrication et la vente de produits alimentaires, de produits de beauté et de santé à base de plantes, la gestion de centres d'accueil, l'investissement dans l'agriculture et l'élevage. Ici, on a plusieurs volets. Nous avons le volet verger et puis la maraîchculture. Après, nous avons la prestation du moulin, la boutique, voilà. Et puis le volet élevage. L'élevage aussi, nous avons la porcherie et puis l'aviculture. Collaboratrices des prêtres dans l'évangélisation, les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou interviennent dans plusieurs paroisses d'ici et d'ailleurs pour la préparation et la participation à la liturgie, la catéchèse, l'entretien de la sacristie, l'accompagnement des mouvements d'action catholique et des associations de femmes, de jeunes et d'enfants. Les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou constituent une expérience singulière que je connais, de ce que je voyage. Et il s'agit d'une communauté spirituelle très complète, en compétences très variées, et qui, au-delà de la pastorale, prend soin de l'homme et est proche, va très loin dans les hameaux et dans différents pays, même les plus dangereux, pour témoigner de Jésus. Je crois que c'est une très grande grâce. Dans la vie de l'Église, l'expertise des sœurs est confirmée. Ce sont elles qui s'occupent des ornements liturgiques. Ici, nous cousons les ornements liturgiques. Nous confessons les chasubles, et puis il y a les aubes aussi. Il y a des nappes, des lèvres liturgiques. C'est ça qu'on appelle chasuble romaine. Elle fabrique également les hosties que l'on utilise pour la messe dans plusieurs diocèses du Burkina Faso et de certains pays voisins. La spiritualité des sœurs de l'Immaculée Conception est d'inspiration ignatienne. Elle implique une contemplation dans l'action. 3 mots la définissent: prière, travail et charité, à l'image de Marie l'Immaculée. En accord avec cet esprit, les sœurs se sont investies dans plusieurs domaines de la vie socio-professionnelle du pays. Dans le domaine de la santé, par exemple, elles gèrent plusieurs structures. À Ouagadougou, elles dirigent le plus ancien centre de santé et de promotion sociale. Au centre médical Louis Guarnisson, les défis ne manquent pas. Bien au contraire, ils sont nombreux. Le centre médical Jean-Louis Guarnisson existe depuis 1924. Les premiers IDE ont quitté ici. Ils ont fait leur formation dans cette structure. À l'intérieur du centre médical, nous avons un service ophtalmologique, un service optique, la médecine générale, la pharmacie et l'administration. Nous aimerions avoir un laboratoire ici parce qu'il y a plein de patients qui arrivent, il y a des examens qui se démarrent, mais ils sont obligés d'aller en ville, faire ces examens et puis revenir. Voilà. Et puis bon, nos bâtiments sont devenus très vétustes. Quelle que soit la localité, l'affluence est au rendez-vous.
Ici, là, c'est bon. Il prend soin de nous. Nous sommes contents. Prendre soin du prochain, surtout des plus vulnérables, elles le font depuis des décennies. Il suffit d'effectuer un tour à l'orphelinat Les Saints Innocents de Gilungu pour s'en rendre compte. Les sœurs étant en service à Gilungu étaient confrontées à plusieurs demandes pour placer des enfants orphelins. Alors les sœurs ont senti ce besoin de créer ce centre pour pouvoir les accueillir avec nous. Et nous travaillons dans le sens aussi de Monseigneur Thévenoud qui a voulu sauver la personne humaine, travailler pour la dignité de la personne humaine. Et la plupart aussi, il y a beaucoup de jumeaux. La plupart sont des orphelins de mère. Sur les 62, je pense qu'il y a 60 qui sont orphelins de mère. À l'orphelinat Gira Imana de Ouagadougou, on n'accueille pas des bébés, mais des jeunes élèves qui ont perdu leurs parents. Les sœurs les accompagnent dans leur parcours scolaire. L'orphelinat Gira Imana a été fondé en septembre 2006. Nous avons accueilli au moins 200 à 300 enfants. Voilà. Mais actuellement, celles que nous tenons, elles sont au nombre de 88. Certaines viennent soit en 6e, soit à la maternelle, mais notre ambition, c'est de les accueillir et de les aider jusqu'au bac. Je peux dire depuis 6 ans, je suis à l'orphelinat, puisque c'est juste après mon certificat d'études que je suis rentrée ici. Et j'ai perdu mon père quand j'avais 3 mois. Puis je suis restée avec ma maman. Maintenant, en 2013, quand j'avais 13 ans, que celle-ci est décédée. Puis, avec l'aide d'une sœur scolastique, mon oncle m'a conduit dans cet orphelinat et on m'a accueilli. L'engagement des sœurs de l'Immaculée Conception dans l'éducation des femmes est inscrit dans l'ADN de l'Institut. Il se décline en accueil des jeunes filles fuyant le mariage forcé, initiation au métier pour celles qui ne sont pas alphabétisées ou qui sont sorties très tôt du système, éducation des jeunes filles. Antoinette Sawadogo a fui le mariage forcé. Les femmes vulnérables, ce sont aussi celles qui ont été exclues de leur famille parce qu'elles sont enceintes. Au centre Carmen Kizito, ces jeunes filles enceintes trouvent un cadre où mener leur grossesse à terme. L'ouverture officielle est de 2006, mais de 2006 jusqu'à la semaine dernière, je peux dire, parce qu'il y a une qui est arrivée il n'y a même pas encore 3 semaines. Et elles sont à 250 filles internées. Celles qui ont passé ici, qui sont parties, on a fait la réinsertion. Les centres ménagers sont nombreux, mais chacun a sa spécificité. Au début, c'était centre ménager, on faisait des choses, c'était des b.a.-ba, ce qui concerne la femme dans son ménage. Et avec l'évolution, maintenant, il faut passer à la formation professionnelle. C'est pour cela que vous voyez maintenant qu'on a la coiffure. Mais actuellement, on n'a pas peur. On sait seulement que la fille qui va passer 2 ans, 3 ans qui sort, elle est indépendante. Elle se débrouille mieux. L'engagement des religieuses dans l'éducation englobe tous les paliers. Il va du préscolaire au lycée, en passant par le primaire et le post-primaire. Les noms de leurs établissements riment avec le qualificatif excellent dans tout le Burkina. Il y a beaucoup plus les 100% au sein de l'école. Sauf ces dernières années, ça varie entre 100% et 97%. Notre-Dame des Victoires est un établissement qui est né de la volonté des supérieurs majeurs de la congrégation. L'école a ouvert ses portes en 2006 avec pour mission de former des jeunes filles en enseignement technique dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité. À la demande des parents, nous avons ouvert l'enseignement général qui fonctionne depuis 2015. Au centre d'Elouendé, les sœurs de l'Immaculée Conception secondent celles de Notre-Dame d'Afrique dans la prise en charge des personnes âgées victimes de discrimination. Ici,
vivent plus de 200 vieilles dames accusées de sorcellerie. J'essaie de leur apporter ce que j'ai pour leur donner la joie. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui sont très découragés en s'approchant d'elles. Ça me permet aussi de les écouter et de leur apprendre qu'elles ne sont pas seules à souffrir. Il y a d'autres personnes qui les aiment. Depuis 2009, elles évoluent dans des domaines où on ne les attendait pas, comme ici au garage Saint-Michel à Ouagadougou. Les supérieurs m'ont donné l'opportunité de faire des études en mécanique auto. Je suis venue ici en 2009 et on a ouvert le garage le 10 mars 2009. Mécanique, tôlerie et puis peinture et l'électricité. Je suis ingénieure en génie civil compte tenu des différents besoins de la congrégation. Ils ont voulu que je fasse cette formation dans l'intention d'aider pour le suivi des différents projets de construction de la congrégation. J'ai fait des études en pharmacie. J'ai soutenu ma thèse de doctorat, diplôme d'État, en 2016. Et parallèlement, j'ai reçu aussi du Seigneur le don de composer et de chanter. Alors je suis artiste musicienne et j'ai à mon actif 3 albums de chants religieux. Les sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou sont aussi présentes dans la communication et le droit. Le dévouement et la présence des religieuses sur plusieurs terrains suscitent des vocations. Ce qui m'a attirée à venir dans cette maison, c'est la vie communautaire des sœurs. Quand je vois les sœurs en paroisse, elles sont toujours joyeuses. Elles vivent ensemble, elles font les activités ensemble. Leur vie de prière m'a beaucoup touchée. Mais le parcours classique pour entrer chez les sœurs de l'Immaculée Conception commence en 6e à l'Aspira Sainte Maria Goretti de Tampuy. La formation est basée sur la formation intellectuelle. On suit le programme national, mais à l'intérieur de ce programme, on intègre la formation chrétienne. Pour celles qui le désirent, le cheminement après l'Aspira se poursuit au pré-postulat de Kilungu, au postulat et au noviciat de Pabré, où elles feront leurs premiers vœux. Ce n'est que 7 à 9 ans plus tard qu'elles prononceront leurs vœux perpétuels. Au fil des années, les vocations sont fluctuantes. Plusieurs raisons expliquent cela. Beaucoup de jeunes filles ont peur de ne pas pouvoir concilier leurs projets professionnels et la vie religieuse. Certains parents sont également réticents face à la vocation de leurs enfants, de peur de ne pas pouvoir compter sur eux dans leurs vieux jours. À Kongoussi, Sœur Marguerite Kankwa est professeure de philosophie. Quand j'étais au collège, j'aimais beaucoup la pensée de Gandhi et Coëlette. Je voudrais être philosophe si on me demande de continuer les études. Par chance, après mon bac, on m'a dit de continuer les études et j'ai choisi la philosophie parce qu'elle me nourrit. C'est un service que la congrégation m'a confié, c'est une mission. On ne peut pas oublier qu'on est sœur. Même si on est docteur, on a les titres de docteur, mais on est d'abord sœur avant. Même si j'étais docteur avant de devenir sœur, c'est toujours la mission. Et je ne peux pas oublier mon identité de religieuse. Selon les besoins, la communauté envoie des sœurs pour des études ou des formations spécifiques. Une religieuse ne se définit pas à son activité, c'est à son être même. Voilà. Si notre fille ou notre fils veut aller se faire prêtre ou religieuse, bon, l'essentiel même de la vie religieuse réside dans notre être, ce que nous sommes là, avant ce que nous faisons. Voilà. Donc s'il considère déjà ça, c'est donner sa fille à Dieu, bon, pour que ça soit vraiment une personne de Dieu comme nous le disons dans notre langage courant. Mais si je passe maintenant au niveau faire ce que nous faisons, je pense que si ces personnes ouvrent bien l'œil, ils verront que ce n'est pas seulement la distribution de la communion. Dans les paroisses, nous accompagnons les groupes, nous faisons par exemple le carême comme ça. Nous allons animer des conférences, des causeries avec les différents groupes. Donc il faut un certain niveau aussi, surtout à l'heure aujourd'hui, pour être à la hauteur et répondre aux besoins des gens. Toutes les filles qui sont passées par les maisons de formation ne sont pas devenues des religieuses. Elles ont créé une association
pour mieux vivre leur foi en tant que laïcs. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Nous n'avons pas été choisis pour porter le voile, mais nous savons que par la foi, nous sommes choisis pour aller aussi, en tout cas à notre manière, faire l'évangélisation dans notre milieu de vie. La communauté a évolué au fil du temps sans perdre son âme. L'évolution de la congrégation, évidemment, pour nous qui sommes relativement jeunes aujourd'hui, et pour nos sœurs qui sont entrées dans la congrégation en 1924, en 1930, évidemment, il y a quelques différences aussi. Parce que nous avons bénéficié d'une certaine liberté, disons. Et nos parents ont été favorables à notre vocation, tandis que nos sœurs d'antan, elles ont été confrontées à des difficultés pour pouvoir se donner à Dieu. Et donc, elles ont développé une certaine force de caractère qui leur ont permis de franchir les difficultés liées aux coutumes afin de pouvoir se consacrer au Seigneur. C'est un changement, mais ce changement n'entame rien à l'esprit et au charisme de la congrégation que les sœurs âgées et les jeunes vivent au sein de l'Institut. Les sœurs de l'Immaculée Conception vivent et œuvrent au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali, au Niger, en France et en Italie, en Algérie aussi. Et par la force des choses, les sœurs ont dû aussi évoluer dans plusieurs domaines. L'évolution ad intra et l'évolution ad extra. L'évolution ad intra, d'abord la communauté des sœurs en tant que telle a beaucoup évolué. Elles ont commencé très petitement avec des filles de bonne volonté, des femmes de bonne volonté. L'instruction au départ n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait certainement des sœurs qui n'avaient même pas fréquenté l'école et qui ont été admises à la vie consacrée. Donc au niveau instruction, il y a eu une évolution considérable au sein de l'Institut même, et partant même, beaucoup de choses ont évolué. La mission en tant que telle aussi, dans son organisation, dans sa vie, au niveau des paroisses comme des diocèses, a beaucoup évolué. Petit à petit, elles ont eu à assumer aussi un rôle, la mission ad gentes, la mission au-delà des frontières de nos pays et de nos diocèses. Donc cette dimension de la mission ad extra, ad gentes, au-delà des frontières de nos diocèses, elles l'ont bien assumé et cela constitue une évolution certaine, positive de la congrégation en faveur de la mission. Les 100 ans de vie de l'institution ne se sont pas écoulés comme un long fleuve tranquille. Plusieurs difficultés ont jalonné leur parcours. Au niveau de la vie de la congrégation, nous avons essayé de vivre notre idéal religieux avec ses bas et ses hauts, avec nos richesses et nos pauvretés. Nous ne sommes pas des femmes parfaites. Il y a eu parfois des limites que nous reconnaissons et acceptons. Ça fait partie de la vie humaine, du parcours humain. Chez les sœurs de l'Immaculée Conception, on envisage l'avenir en termes de défis à relever. Comme premier défi, vraiment pour nous, le défi de la sainteté. L'autre défi, c'est la formation et l'auto-prise en charge. Dans leur marche vers le centenaire de l'institution, les sœurs ont des projets pour elles-mêmes, pour l'Église et pour la nation. Notre plus grand projet, c'est que au sortir du centenaire, nous soyons encore plus motivés vraiment à vivre notre vie religieuse, à nous engager avec zèle au service du Seigneur. Ça, c'est un grand projet de vie. Au sortir du centenaire, ce que nous aimerions vraiment offrir à la population, à la congrégation, et notre grand souhait, c'est de pouvoir avoir un hôpital pour pouvoir prendre soin des malades. C'est un grand projet. Ensuite, pour nos sœurs âgées qui ont beaucoup travaillé et avec des moyens de bord, et pour les populations,
nous aimerions avoir une maison bien appropriée pour elles. Au niveau aussi de l'enseignement, bon, nous aimerions toujours agrandir l'offre. Donc voilà 3 grands axes de nos projets que nous confions à la bienveillance de Dieu et à tous les bienfaiteurs et amis qui peuvent bien nous soutenir. En termes de prise en charge des religieuses du 3e âge, les Sœurs de l'Immaculée Conception ont été prévoyantes. Les maisons de repos Saint-Joseph, situées à Kossoguin, leur offrent un cadre qui, il est vrai, a besoin de rénovation pour permettre à celles qui partent à la retraite de couler de vieux jours tranquilles dans la prière, l'accueil et l'écoute de ceux et celles qui viennent à elles. Les Sœurs de l'Immaculée Conception en chiffres, c'est 460 religieuses réparties dans 83 communautés actives dans 9 pays. Elles ont 2 congrégations filles, les Sœurs de Marie Immaculée de Navrongo au Ghana et les Sœurs servantes de Marie Vierge et Mère de la Guinée. Depuis le 15 juillet 1955, 7 supérieures générales se sont succédées à sa tête. Mère Bernadette Rwamba et ses sœurs ont en ligne de mire le centenaire de la congrégation. Leur ambition, c'est de continuer à être des témoins du Christ aujourd'hui et demain en recherchant la perfection dans ce qu'elles font, comme le voulait leur fondateur Monseigneur Thévenoud, et pour que la graine semée il y a presque 100 ans devienne un arbre immense à l'ombre duquel tous pourront se reposer.